Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans BEM On Air, le podcast qui donne la parole aux voix de ceux qui façonnent l'enseignement supérieur en Afrique. Je suis Marion Été et nous aurons l'occasion de recevoir plusieurs personnalités du monde académique et économique, des leaders d'opinion pour ensemble prendre de la hauteur sur les sujets de formation en Afrique. Également pouvoir découvrir des parcours inspirants et puis surtout vous donner les bonnes clés afin que vous puissiez construire votre avenir. Et pour ce tout premier épisode, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Pape Madické Diop, le président du groupe BEM Africa. Docteur Pape, bonjour. Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Avec plaisir, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Écoutez, c'est un réel plaisir de vous recevoir pour ce premier épisode et à juste titre, j'ai envie de dire. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous revenir avec nous sur votre parcours qui vous entraîne jusqu'à la tête de BEM Africa et puis tout en relatant le récit de BEM. Merci beaucoup. Je suis, vous l'avez dit, docteur Pape Madické Diop. Je suis président de BEM Africa. Je suis un Africain, un Sénégalais. Je suis parti, après mon bac, je suis parti en France. J'ai fait mes études supérieures. C'était dans l'ancien monde. Et dans les années 80, j'ai eu la chance d'avoir été à la fois à l'université, mais aussi en école de management, à l'ESSEC précisément, jusqu'au doctorat. Voilà. Et puis je suis rentré ensuite au Sénégal, en Afrique, parce que je fais partie de ces Africains qui croient que lorsqu'on a la chance d'avoir une instruction supérieure, d'avoir été exposé au monde, et qu'on est africain, on a une responsabilité sur le continent. Et donc, lorsque j'ai fini mes humanités en France et que j'y ai travaillé quelque temps, j'ai décidé de rentrer au Sénégal. Et depuis lors, 93, ça remonte à quelques années maintenant, je suis dans l'enseignement supérieur. 93 à 2003, j'ai beaucoup travaillé dans l'enseignement supérieur, accompagné des générations d'étudiants qui aujourd'hui sont à des niveaux de responsabilité très élevés. Je suis extrêmement fier chaque fois que je rencontre mes étudiants qui sont aujourd'hui directeurs généraux de banques, de compagnies d'assurance, de sociétés qui sont dans l'agroalimentaire. Et puis en 2008, toujours dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous avons décidé de prendre une initiative et donc de créer BEM. De créer BEM avec ce qui s'appelait à l'époque Bordeaux École de Management. Nous avons ensemble créé BEM et l'aventure donc est née à Dakar en 2008. De 2008 à maintenant, bien sûr, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Nous sommes désormais à Dakar, je l'ai dit, mais aussi à Abidjan, ici à Abidjan, mais également à Douala, à Brazzaville et à Conakry très récemment. Voilà donc ce que nous sommes, ce que nous avons construit dans le secteur de l'enseignement supérieur. Et vous, comment vous arrivez à la tête donc, de ce groupe ? Alors, ce groupe, moi, je l'ai créé. J'ai eu la chance, je l'ai dit, de rencontrer le Premier ministre Alain Juppé, 1997, par hasard, dans le hall de l'hôtel Pullman de Dakar. Et tout est né de cette rencontre-là. C'est pourquoi je dis souvent aux étudiants, ne négligez aucune rencontre. N'ayez pas de regrets dans la vie. Parce que BEM est né de cette rencontre avec Alain Juppé. Et à la suite d'une visite à la Chambre de commerce de Bordeaux, des discussions que nous avons eues, nous avons lancé cette initiative qui a vu le jour en 1998. À partir de 1998, avec l'école de commerce de Bordeaux, qui s'appelait à l'époque École supérieure de commerce de Bordeaux, qui est devenue Bordeaux École de management, et Kedge Business School maintenant, nous avons décidé d'abord de donner aux Africains de l'Ouest qui travaillent, qui sont en situation professionnelle, de développer les compétences de ces professionnels-là par le biais de la formation continue. Et à la suite, à partir de 2007, fort de ce que nous avons réalisé ensemble, de 1998 à 2007, nous avons décidé de créer BEM Dakar. Et bien sûr, c'est moi qui ai pris cette initiative-là. J'étais à la tête de l'école, président directeur général de l'école. La Chambre de commerce de Bordeaux, à l'époque, avait apporté son appui à travers l'école de commerce de Bordeaux, à la fois en termes de programme, en termes de
d'une partie du corps enseignant, mais le risque financier, c'est moi qui l'ai pris. Donc, naturellement, puisque j'avais pris le risque financier et que je portais finalement l'idée de BEM Dakar, j'étais porté à la tête de cette institution-là. Et donc, depuis 2008, de Dakar à aujourd'hui Conakry, nous y sommes. Parfait. Et donc, comme vous l'avez dit, on retrouve plusieurs campus à Abidjan, Dakar, Douala et Brazzaville. Qu'est-ce qui a motivé la création de l'ensemble des écoles et surtout dans autant de pays d'Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire? C'est une ambition panafricaine. Nous avons la conviction que l'Afrique est une terre d'histoire et une terre d'avenir, une terre de tous les possibles. Et qu'il est possible ici, en terre africaine, et précisément en Côte d'Ivoire, de construire les talents dont nos économies ont besoin. C'est pourquoi nous avons, dès le départ, eu cette ambition africaine. Dakar, je l'ai dit, en 2008, la Côte d'Ivoire, Abidjan, en 2020. Ensuite, ça a été le tour de Douala, puis de Brazzaville, et cette année de Conakry. Et nous irons plus loin encore pour assumer pleinement cette ambition africaine. Très bien. Alors, quel type d'étudiants vous formez aujourd'hui? Qui peut prétendre à BEM? Écoutez, nous recrutons essentiellement des étudiants qui sortent du bac et qui ont un parcours dans nos écoles, à la fois école de management et école de technologie, école de droit également. Nous formons donc des étudiants qui sortent du bac sur 3 ans, même sur 2 ans, puisque nous avons aussi ce qu'on appelle des classes préparatoires intégrées, que ce soit pour des écoles de management ou des écoles d'ingénieurs. Donc sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, voire sur 8 ans, parce que nous avons aussi la possibilité d'accompagner un certain nombre de personnes pour l'obtention d'un DBA, d'un doctorat. Donc nous recrutons essentiellement ce type de profil-là. Et parlont de la mobilité étudiante internationale, les études à l'étranger, pour être terre à terre, quelle place occupe-t-elle dans un parcours réussi? Est-ce qu'elle a autant d'importance qu'avant? Pour moi, la mobilité est essentielle. Elle fait partie de l'ADN de BEM. Aucun de nos étudiants, dans un parcours plus ou moins long, ne peut sortir de nos écoles sans aller en mobilité semestrielle, voire annuelle. Et s'y ajoutent tous ceux qui commencent ici et qui terminent chez nos partenaires. Et ils sont de plus en plus nombreux. Nous avons aujourd'hui, dans des parcours, je le disais tout à l'heure, des parcours de 2 ans, sorte de classe préparatoire intégrée, des étudiants qui commencent ici à Abidjan et qui terminent chez nos partenaires, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, etc. Pour moi, la mobilité est essentielle. Elle permet à l'étudiant à la fois de grandir, d'être exposé à autre chose et de pouvoir revenir demain mieux armé. Donc, c'est l'ADN de BEM. C'est un point d'honneur donc de BEM. Parlons maintenant accréditation, classement et catégorie d'école, un sujet ou plutôt des concepts qui sont souvent méconnus du grand public. Alors, pouvez-vous nous expliquer ou expliquer aux auditeurs les différences entre les écoles de France reconnues par l'État, celles accréditées, celles membres de la conférence des grandes écoles, CGE, etc. Alors, je vais essayer d'être très pédagogique, oui, parce que c'est probablement des concepts que tout le monde ne maîtrise pas. En France, il y a un peu plus de 3500 établissements d'enseignement supérieur. Dans ces établissements d'enseignement supérieur, vous avez les établissements publics, les universités notamment. Vous avez également des écoles supérieures publiques, souvent des écoles d'ingénieurs. Et vous avez également les grandes écoles. C'est une particularité française. La France est le seul pays au monde à connaître cette dualité entre l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur non public. Je dis non public parce que cet enseignement supérieur peut être privé, privé pur, comme il peut être également privé consulaire. d'accord. Alors, vous avez tous ces établissements-là. Naturellement, les établissements qui sont publics, supérieurs publics, délivrent des diplômes reconnus par l'État, de fait, parce que ce sont des institutions publiques. Et puis après, vous avez tous les autres établissements. Les grandes écoles
généralement, qu'elles soient des grandes écoles d'ingénieurs ou des grandes écoles de management, donc de gestion, délivrent également des diplômes dont on dit qu'ils sont reconnus par l'État. Reconnus par l'État, en quoi sont-ils reconnus par l'État? En réalité, des écoles de management qui sont nos partenaires, prends l'exemple de Kedge Business School, de l'EM Normandie, l'école de management de Normandie, de Rennes School of Business, ces écoles-là, qui sont des établissements consulaires ou des associations, délivrent des diplômes qui sont visés par l'État français, mais qui délivrent également des diplômes qui bénéficient du grade de licence ou du grade de master. Parce que, je le rappelle, seuls les établissements publics en France peuvent de droit délivrer des diplômes qui ont le grade de licence ou le grade de master. Donc, il y a une différence très forte entre les établissements qui délivrent des diplômes qui sont visés, c'est-à-dire reconnus par l'État, et les autres. En général, les grandes écoles de management et les grandes écoles d'ingénieurs voient leurs diplômes visés par l'État. Le visa, c'est une reconnaissance pour une durée de 5 ans. Et tous les 5 ans, on renouvelle le visa. Ces établissements-là, parce que reconnus et parce que ayant des diplômes visés, peuvent notamment recevoir des boursiers de l'État français. Mais c'est une minorité. La grande majorité des établissements d'enseignement supérieur privé est constituée d'établissements non reconnus, qui délivrent par conséquent non pas des diplômes visés, mais des diplômes d'école. C'est pourquoi je vois très souvent des Africains partir en France dans des établissements qui ne délivrent pas des diplômes visés, mais qui délivrent simplement des diplômes reconnus par l'école qui les accueille. Il y a une différence très forte entre les deux types d'établissements. Et c'est très clair. Du coup, à quoi faut-il faire attention quand on choisit une école de commerce ou d'ingénieur aujourd'hui? Pour une école d'ingénieur, il faut regarder est-ce que l'école d'ingénieur délivre un diplôme CTI, Commission des titres d'ingénieur. D'accord. Je recommande à tous les Africains qui partent en France ou qui s'inscrivent dans des établissements délocalisés ou dans des programmes délocalisés chez nous, de vérifier pour les écoles d'ingénieurs que cette école-là délivre un titre reconnu par la commission des titres d'ingénieur. Ça, c'est pour les écoles d'ingénieurs. Pour les écoles de management, il faut vérifier que l'école de management qui est en France ou qui a délocalisé ses parcours chez nous, ici en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout ailleurs en Afrique, que cette école-là, le diplôme qui est délivré à la fin du parcours est un diplôme visé par l'État français ou un diplôme RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, qui est un diplôme reconnu par le ministère du Travail de France. Donc, lorsqu'on n'a ni le visa pour les écoles de management, ni le RNCP, on est dans le cadre d'une école qui délivre un diplôme donc non visé, non RNCP, ça veut dire reconnu par cette seule école-là. Et c'est la majorité. D'accord. Du coup, est-ce à dire que l'ensemble de vos partenaires académiques, aujourd'hui dans BEM notamment en France, sont des écoles de management accréditées? Absolument. Non seulement ce sont des écoles de management qui ont des diplômes visés, mais c'est également des écoles de management membres de la conférence des grandes écoles. Et c'est également des écoles de management qui sont triple accréditées. La triple accréditation, pour ne pas être très technique, en Europe, il y a ce qu'on appelle l'accréditation EQUIS, qui est une accréditation européenne. Il y a l'accréditation américaine que vont chercher nombre d'établissements et de grandes écoles, ACSB, donc c'est une accréditation américaine, et AMBA, qui est une accréditation britannique. Il y a très peu d'écoles et d'universités dans le monde qui sont triple accréditées, c'est-à-dire qui sont EQUIS, ACSB, AMBA. Nous avons l'avantage et la chance et le privilège d'avoir des partenaires qui sont triple accrédités.
C'est le cas de Kedge Business School, c'est le cas de l'EM Normandie et c'est le cas également de Rennes School of Business. Très bien. Que pensez-vous maintenant du classement d'une école le poids plutôt du classement dans le choix d'une école? Vous savez, le classement, en tout cas dans le système français, on a beaucoup de classements. On a le classement du Figaro, de l'Étudiant, du magazine Le Point. Ça, c'est en France. Et puis, il y a le classement mondial, le classement Shanghai, on en entend parler, le classement QS, etc. Dans le contexte français, le classement est important parce qu'il vérifie un certain nombre de critères. L'excellence académique, bien sûr. Donc, la qualité du socle académique de l'école. Le classement vérifie également, bien sûr, la qualité du corps professoral. La capacité de ce corps professoral à la fois à produire de la recherche de qualité, mais également sa capacité à transmettre aux étudiants. Ces mêmes classements vérifient également le rapport à l'entreprise, l'employabilité et le lien que l'école, l'université peut avoir avec le monde de l'entreprise. Parce que pour ce qui nous concerne, une grande école s'apprécie également par sa capacité à produire des compétences utiles à elle-même, certes, mais utiles au marché et donc au monde du travail. Les mêmes classements apprécient également l'ouverture internationale de l'école. C'est tout cela qui permet de déterminer un ranking, un rang, un classement pour les écoles de management. Et nous avons la chance d'avoir nos 3 partenaires que j'ai cités tout à l'heure sont dans le top 15 du classement français, du classement des grandes écoles de management de France. Et ça, c'est important. On parlait de classement tout à l'heure. Pouvez-vous nous dire un peu le classement de BEM dans Jeune Afrique? Oui, nous avons eu la chance et le bonheur d'avoir été classés 6 années consécutivement meilleure business school d'Afrique subsaharienne francophone par le magazine Jeune Afrique. Ce classement, nous l'avons accueilli avec honneur et fierté. Ce classement, nous le devons à notre corps professoral, à nos étudiants, mais surtout sur la base des critères qui ont été évalués, sur la base de notre pédagogie, de notre service aux étudiants, de notre ouverture internationale et bien sûr, je l'ai dit, de la qualité de notre corps professoral. Ce classement a été interrompu. En tout cas, Jeune Afrique n'a plus fait ce classement depuis quelques années, mais sur les 6 années pendant lesquelles ce classement était organisé, nous avons toujours été classés première business school d'Afrique subsaharienne francophone. Donc, le groupe BEM a fait le choix, et c'est une vraie valeur à ajouter, de s'allier plutôt à des universités européennes et nord-américaines de renom. En tant que président du groupe, quelle est aujourd'hui la vision de BEM Africa? La vision, je l'ai déclinée récemment lors du partage et de la construction des plans stratégiques des différentes écoles. Nous voulons devenir une université privée de référence en Afrique subsaharienne francophone. Université privée de référence capable de former des talents compétents et engagés dans la transformation durable des sociétés africaines. Donc une université ancrée dans l'excellence académique, une université privée ancrée dans l'excellence académique avec plusieurs écoles, école de technologie, école de management, école de droit, business school également anglophone, totalement anglophone. Nous voulons que cet ensemble-là soit une université privée africaine de référence, capable, je l'ai dit, de former des talents utiles à eux-mêmes, utiles à leur société, utiles à leur famille, des talents engagés pour la transformation durable des sociétés africaines. Et à court terme, dans les années qui arrivent, quelles sont les ambitions que vous portez? Mais notre ambition est d'être encore plus globale, d'être plus que l'Afrique subsaharienne, d'être une université privée panafricaine de référence. Et pour cela, nous sommes engagés
à la fois par notre pédagogie, par notre ouverture internationale, par la qualité de notre corps professoral, par le talent de nos étudiants, nous sommes engagés à la construction de cette université panafricaine. Et j'en veux pour preuve tous les partenariats que nous avons signés. J'ai parlé beaucoup de la France, mais je n'oublie pas tous les partenariats que nous avons signés avec des partenaires prestigieux en Amérique du Nord. Je pense notamment à HEC Montréal, qui est un partenaire stratégique fort dans BEM Africa. Je pense notamment à UCLA aux États-Unis, à Berkeley, à Harvard. On est extrêmement fiers d'avoir amené un de nos étudiants cette année à Harvard. Tout cela montre l'excellence de notre communauté et la confiance de notre communauté. Et c'est cette ambition-là que nous voulons porter pour les années à venir. Permettez-moi de vous demander par rapport à spécifiquement la Côte d'Ivoire, Abidjan, quel est votre positionnement stratégique comparé en fait, à toutes les autres villes où vous êtes implanté en Afrique? Nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire en 2020, à un moment où on nous disait qu'il y avait une double incertitude en Côte d'Ivoire. À la fois l'incertitude liée à l'élection présidentielle de 2020 et puis l'incertitude également de Covid. Cela n'a pas été un frein pour nous. Pourquoi? Parce que nous avions et nous avons confiance en la Côte d'Ivoire, en ce qu'elle représente. D'abord dans notre espace. C'est la première économie de l'Union. C'est plus de 40% du PIB de l'Union. C'est une économie dynamique, c'est une jeunesse vibrante. Donc sur la base de tout ça et de son histoire également, nous avons décidé de nous implanter ici en 2020, en ne tenant pas compte de cette double incertitude dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous ne l'avons pas regretté. C'est une école qui très vite a trouvé sa place, toute sa place dans le système ivoirien et dans le système africain. Donc c'est avec grand plaisir que nous voyons cette école progresser. La Côte d'Ivoire doit être pour nous, très clairement, la locomotive de cette construction africaine de BEM. Pourquoi? Pour la place que représente la Côte d'Ivoire, à la fois en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique centrale. Construire une université privée africaine de référence dans l'espace francophone, on ne peut que donner cette place-là de locomotive à la Côte d'Ivoire, pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc voilà ce que nous sommes aujourd'hui, ici à BEM Abidjan. Une école qui a bâti une société de confiance. J'en veux pour preuve toutes les manifestations d'intérêt, de confiance également, à la fois des parents, des étudiants eux-mêmes. Nous avons trouvé ici, dans le contexte ivoirien, des écoles d'enseignement supérieur privé. Mais nous avons voulu être une école sui generis, du mot latin. Nous avons voulu être une école différente, une école de son propre genre. Et c'est ce que nous avons construit ici en Côte d'Ivoire. Une école différente, et très vite, l'écosystème dans lequel nous sommes a constaté cette différence-là. Très bien, eh bien, notre épisode touche bientôt à sa fin. Quel serait un conseil que vous pourriez donner à la jeunesse aujourd'hui? Écoutez, je leur dirais, je vais emprunter ça à Cheikh Anta Diop. Il avait dit, il y a quelques décennies, « Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et prenez appui sur votre socle culturel. » Le monde dans lequel nous sommes est un monde de compétition. Donc je dirais aux jeunes générations africaines d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en eux-mêmes. Ce continent est un formidable continent. C'est une terre d'opportunités. Je leur dirais d'aller au bout de leur passion, mais d'être également courageux devant les lassitudes inévitables de la vie, de ne pas se décourager et surtout de travailler. Parce qu'on peut avoir beaucoup de talent, énormément de talent, mais il faut travailler pour que ce talent-là puisse également servir et se transformer en compétences utiles pour soi, pour la société et pour sa famille. Excellent. Merci beaucoup
Docteur Pape Madické Diop, c'était un réel plaisir de partager cet échange avec vous. Je suis sûre que nos éditeurs sauront piocher dans les différentes informations précieuses que vous avez partagées avec nous au sein de ce podcast. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Merci pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de BEM On Air. À très vite.